Alors bonjour à tous, nous remercions la Société d'Histoire de Lyon de nous avoir proposé de faire cette conférence qui se fait donc à distance vu la situation sanitaire. On va vous parler aujourd'hui du projet donc Lyon en 1700 qui est un projet qui a été lancé en 2009 par Fabrice Potier et qui a pris la forme d'une association assez rapidement, association qui regroupe quelques bénévoles depuis une dizaine d'années et qui a permis d'arriver donc au résultat qu'on va vous montrer aujourd'hui et puis qui va continuer dans les prochaines années. C'est une association à but non lucratif qui fonctionne bénévolement avec très peu de subventions. Il y en a eu quelques-unes au cours des dernières années, mais vraiment très peu. Et c'est un projet qui s'est voulu sur un temps assez long pour avoir justement le temps de faire les choses bien et de ne pas accélérer trop rapidement. Donc ça, Fabrice pourra vous l'expliquer plus précisément. Je vais donc lui laisser la parole. Simplement, donc voilà, c'est un projet de restitution de la presqu'île de Lyon en 1700 en 3 dimensions. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le président de l'association Lyon en 1700, comme vous l'a expliqué Damien. Alors, c'est vrai, c'est un projet qui a démarré il y a maintenant 11 ans. Et c'est un projet que je n'ai pas mené seul, puisque je suis président d'une association, mais on est actuellement 7. Mais on a été tout un groupe pendant ces 11 années à travailler sur ce projet. Et j'insiste sur le fait que c'est un travail collectif. Voilà. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour certains membres de l'association qui sont malheureusement décédés. Je pense en particulier à Michel Dutel qui a pris énormément de photographies, plusieurs centaines de photographies de la presqu'île. Je pense également à Michel Potier qui était l'architecte de l'association et qui a dressé des plans qui ont permis la modélisation des bâtiments complexes. Et sans ce travail de plan et de cotation, la modélisation aurait été impossible. Et puis je pense également à Paul Berrios-Artaud qui a créé qui était un peu l'informaticien de l'association et qui avait créé un wiki, un système qui nous permettait de travailler sur les notices d'information sur les différents bâtiments et de travailler de manière collective. Voilà. Un travail d'ensemble qui a donc commencé en 2009 avec pour objectif donc de faire une restitution de la presqu'île de Lyon telle qu'elle pouvait être en 1700. Et immédiatement se pose la question outre la méthodologie, de savoir ce qu'on entend par restitution, parce que ça fait partie des questions qu'on me pose souvent, c'est-à-dire quel est le rapport qu'il peut y avoir entre une réalité passée et une restitution. Alors souvent on pense qu'une reconstitution, c'est simplement de représenter, de reconstituer une réalité qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois que le rapport entre restitution et réalité, il est indirect selon moi, et c'est pas forcément une bonne manière d'apprécier les choses. C'est-à-dire que il faut bien être clair sur le fait qu'une restitution, en tout cas s'agissant du projet de Lyon en 1700, c'est une représentation. C'est une représentation d'un lieu donné à un moment donné, donc là en l'occurrence de la presqu'île de Lyon en 1700. Mais représentation veut dire une part de subjectivité, c'est comment est-ce que chacun va se représenter ce lieu-là. Et la particularité, la caractéristique principale de cette représentation, c'est de poser comme principe que cette représentation ne doit pas aller à l'encontre des sources exploitées pour ce secteur-là et cette période-là. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation, alors qui peut être un dessin, qui peut être une maquette en plâtre ou une maquette en bois, et qui là en l'occurrence est une maquette numérique, donc une maquette virtuelle, mais j'ai envie de dire peu importe. Mais c'est une représentation qui simplement va être, si on pourrait dire de manière un peu provocante, qui va être simplement une représentation des sources. On va exploiter un certain nombre de sources, et à partir de ces sources-là, on va proposer quelque chose. Mais le lien finalement avec la réalité est nécessairement indirect, parce que là, il y a un lien bien évidemment avec la réalité, dans la mesure où les sources sont le fruit d'une réalité passée. Voilà. Les sources qu'on a pu utiliser, elles découlent d'une réalité qui n'existe plus aujourd'hui. Mais nous, on ne travaille pas à partir de la réalité, sauf exception, et j'en dirai un mot, on travaille à partir des sources, donc on travaille à partir d'un élément indirect. Et donc c'est une proposition, et on doit immédiatement être conscient du fait que
on ne pourra pas retrouver la réalité passée. Comment était Lyon en 1700, la presqu'île de Lyon en 1700, on ne la retrouvera jamais de manière précise. On ne la retrouvera jamais de manière précise parce qu'une ville comme Lyon, ce n'est pas simplement les bâtiments, c'est aussi les personnes qui étaient dans les rues, c'est les sons, c'est les odeurs, c'est un passé qu'on ne retrouvera jamais. Donc il faut être parfaitement conscient là-dessus. Et il faut simplement se dire qu'une restitution, eh bien, elle pourra être, en fonction de la qualité des sources qu'on a exploitées, plus ou moins proche d'une réalité telle qu'on peut la concevoir en fonction des éléments qu'on utilise. Voilà. Alors cette difficulté de trancher finalement et de proposer quelque chose in fine à partir des sources qu'on exploite, on peut l'illustrer avec le cas par exemple du portail des pénitents de Confalent. On avait un certain nombre de sources pour ce portail, donc les pénitents de Confalent qui se trouvaient derrière l'église Saint-Bonaventure. Des sources finalement relativement précises, mais à partir de ces sources-là, on a plusieurs hypothèses. Et les sources en elles-mêmes ne nous permettent pas de trancher de manière définitive entre l'une ou l'autre de ces hypothèses. À partir du moment où on va installer ce portail dans la maquette numérique, on est obligé de faire un choix. Et donc voilà, toute la maquette c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire des choix qu'on assume, qui seront peut-être, voire sans doute, non conformes à la réalité, mais qu'on assume parce que c'est une représentation, c'est une proposition qui est conforme aux sources qu'on a exploitées et qui est peut-être pas conforme à la réalité passée, ça on ne le saura jamais, on le saura peut-être un jour parce que on en parlera plus tard, mais justement la maquette peut être corrigée en fonction des sources, des nouvelles sources qui nous sont apportées, mais ça reste simplement une proposition. Voilà ce qu'on entend par restitution, donc je crois qu'il faut être très très modeste sur finalement le rapport entre une restitution et une réalité passée. Ceci étant, cette restitution, même si nécessairement elle est imparfaite, elle permet de retrouver beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle permet de retrouver d'abord des perspectives, l'organisation de la ville, de retrouver aussi, de comprendre certaines illustrations, de quel point de vue a été pris tel ou tel dessin, de comprendre l'organisation complète de la ville. Voilà. Donc elle nous apporte des informations, mais ça reste bien évidemment quelque chose qui reste totalement perfectible et qui reste une simple proposition. Alors sur cette restitution, ça a pris beaucoup de temps parce que l'idée dès le départ a été de travailler immeuble par immeuble. Alors immeuble par immeuble, nécessairement sur une surface telle que la presqu'île, entre la place Bellecour et la place des Terreaux, nécessairement on va avoir un travail qui va être sur du long terme. Il a fallu développer une méthodologie qui était compliquée à trouver au départ parce que on sait que les sources elles sont réparties entre les archives départementales, les archives municipales, le musée Gadagne, l'académie d'architecture, le fonds ancien de la bibliothèque municipale. Donc beaucoup de secteurs différents dans lesquels on pouvait essayer de trouver des éléments. Et puis il fallait, vu le nombre d'immeubles qui étaient à restituer, eh bien, il fallait adopter une procédure qui soit finalement unifiée pour l'ensemble et qui puisse nous permettre d'avancer. Faire des recherches de manière individualisée pour chaque immeuble, à cette échelle-là, compte tenu du nombre d'immeubles qui sont concernés, ça exigerait plusieurs décennies de travail. Donc l'idée était de s'appuyer à la fois sur des sources qui concernent les immeubles de manière individuelle, mais également sur le travail qui a déjà été fait. Alors je peux peut-être parler un petit peu de la méthodologie. J'avais déjà fait une conférence sur cette question-là il y a quelques temps, donc je vais être assez bref. Mais alors sur la méthodologie et sur les sources qui ont été exploitées, il faut d'abord distinguer les bâtiments complexes, religieux, les couvents, où là on a souvent beaucoup d'iconographie, où on a souvent des plans, on a souvent des descriptifs, on a souvent des factures qui nous permettent d'assez facilement dresser un état des lieux de telle ou telle église ou tel couvent, tel qu'il pouvait être en 1700, avec là encore l'aide d'un architecte qui avait dressé des plans pour les bâtiments les plus complexes. Par exemple, Saint-Nizier a modélisé, il fallait un plan côté, même plusieurs plans côté pour ce type de bâtiments qui sont extrêmement complexes.
mais on a des sources, et là on est dans le cadre d'une démarche de recherche classique, j'ai envie de dire, qui est sans surprise. S'agissant des bâtiments civils, le travail a été fait sur deux sources principales. La première source, c'est le relevé des ouvertures, donc, qui a été fait en 1798, modifié en 1803, suite à la loi sur les ouvertures en 1798. Ce relevé des ouvertures nous permet d'avoir, pour chaque immeuble existant en 1798, et non pas en 1700, les ouvertures, donc le nombre d'étages, le nombre d'arcs de boutique en rez-de-chaussée, de portes, et le nombre d'ouvertures sur rue, de fenêtres, à chaque étage, avec une précision qui est de l'ordre de la demi-fenêtre, enfin les fenêtres qu'on appelle les fenêtres d'escalier ou les demi-croisées à Lyon. Donc une grande précision, puisqu'on sait pour chaque étage, d'abord on sait le nombre d'étages pour chaque immeuble, et puis on va savoir pour chaque étage le nombre d'ouvertures sur rue. Ces sources très précises, elles ont pu être exploitées sur les 2/3 de la presqu'île, sachant qu'elles n'ont pas pu être exploitées sur la partie la plus au nord de la presqu'île, parce que pour une raison, alors j'imagine pour gagner du temps, sur la dernière partie de la presqu'île, alors que d'habitude les personnes qui ont fait les relevés en 1798 faisaient bien un descriptif étage par étage, sur la dernière partie, ils faisaient un total des fenêtres. Donc on n'a plus le nombre d'étages, et puis alors ils ne distinguent plus les fenêtres sur rue, les fenêtres sur cour. Donc là, on était sur une difficulté, puisque les relevés des ouvertures de 1798 pour la partie nord de la presqu'île n'étaient pas exploitables. Donc là, on a dû exploiter des relevés des ouvertures encore plus récents, de 1831, qui eux étaient à nouveau précis. Mais bien évidemment, ça pose déjà une première difficulté, c'est-à-dire que même s'il y a eu peu de modifications entre 1798 et 1831, il y en a eu certainement. Et puis, je parlerai ensuite des modifications qu'il y a pu y avoir entre 1798 et 1700, mais outre cette question-là, quand vous avez un relevé des ouvertures qui va vous dire par exemple que vous avez sur un immeuble 4 fenêtres au premier étage, ça peut être 4 croisées classiques, et ça peut aussi être 3 croisées, enfin 3 fenêtres et 2 demi-fenêtres, qui vont vous donner un total de 4. Et donc, l'organisation de la façade, c'est pas parce que vous avez le relevé des ouvertures que vous allez pouvoir être très pointu sur l'organisation de la façade. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous avez des sources qui peuvent paraître assez précises que pour autant vous allez pouvoir déterminer à quoi ressemblait exactement cette façade-là. Alors bien évidemment, il y a d'autres sources qui sont utilisées, c'est-à-dire qu'on va aussi parallèlement utiliser par exemple des vieilles photographies du 19e siècle sur lesquelles on peut voir des immeubles qui ont été détruits fin 19e ou voire plus tard, des gravures, des peintures qui sont parfois suffisamment précis pour nous donner des relevés de façade précis, des organisations de façade. Voilà. Donc on va s'appuyer aussi également sur d'autres sources, bien entendu. Mais la source principale, ça va être sur les ouvertures. Ça nous donne un état de la ville en, disons, fin 18e siècle, et après il va falloir, par méthode régressive, remonter jusqu'en 1700. Donc là, pour chaque immeuble, la deuxième source principale, c'était le fonds Pointet. Donc le fonds Pointet, Pointet qui était un soyeux lyonnais et qui a fait des recherches pendant plus de 30 ans sur les immeubles lyonnais au début du XXe siècle, jusque je crois qu'il est mort en 44 ou 43. Il a fait un travail énorme qui n'était pas terminé à son décès, mais qui est assez impressionnant, et dans lequel il a repris donc, pour chaque immeuble, entre la fin du XIVe ou XVe siècle et 1793, il a repris toutes les autorisations d'ouverture, les autorisations d'enseigne, les différents propriétaires avec les descriptifs, qui sont souvent très, très intéressants. Donc on a la succession de tous les propriétaires avec tous ces descriptifs d'immeubles, même si la notion d'étage elle apparaît qu'au XVIIIe siècle, on a souvent des détails intéressants dans tous ces descriptifs. On a aussi les dates quand il y a des nouvelles constructions, donc énormément d'informations sur chaque immeuble, et qui nous permettent par une méthode régressive de savoir ce qui s'est passé sur chaque immeuble entre notre relevé des ouvertures et 1700, pour pouvoir remonter à ces dates de 1700. Là encore, c'est bien évidemment perfectible, puisque d'abord Pointet a pu faire des erreurs, a pu faire des oublis, et puis il y a des descriptifs qui parfois sont imprécis, mais on a quand même énormément d'informations qui nous permettent
de remonter de manière assez précise. Là où il va se poser une difficulté, c'est pour tous les immeubles qui ont été construits au XVIIIe siècle, et où bien évidemment, donc ce qui implique la destruction de l'immeuble précédent, et où là, bien évidemment, le relevé des ouvertures ne va pas être exploitable, puisqu'en fait, le relevé des ouvertures concerne un immeuble XVIIIe qui n'existait pas en 1700. Là encore, on est dans la représentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous savons que cet immeuble, cet emplacement, on ne peut pas exploiter le relevé des ouvertures pour le représenter en 1700, on va essayer d'avoir le plus d'informations possible sur la datation de cet immeuble, donc l'immeuble qui a précédé l'immeuble 18e, et faire une représentation dans la maquette, qui va être un immeuble souvent du XVIe siècle, donc avec le style on va adopter bien évidemment le style architectural du XVIe siècle, mais souvent on aura assez peu d'informations. Donc on va être obligé de présenter quelque chose qui reste finalement arbitraire, puisque là les sources seront assez faibles. Donc on va pouvoir, en fonction de la date des immeubles et de la date de leur construction, des éventuels rehaussements, etc., avoir des immeubles qui seront même encore existants aujourd'hui éventuellement, où là, évidemment, on a beaucoup d'informations, on ne va pas se tromper sur l'organisation de la façade, donc j'ai envie de dire un haut niveau dans la restitution, et puis des immeubles où on aura un peu moins d'informations, et des immeubles où on aura très peu d'informations parce qu'ils auront été détruits au 18e et qu'on ne pourra pas exploiter le relevé des ouvertures, par exemple. Donc, des niveaux dans la restitution qui seront différents. Ces niveaux différents dans la qualité de la restitution, on va essayer justement, on en parlera tout à l'heure quand on vous présentera le site, on va essayer de répercuter. Alors on ne va pas le répercuter directement dans les images, dans les rendus de la maquette en elle-même, mais on va le répercuter dans ce qu'on appelle les fiches sources pour que le public puisse très facilement savoir quel est le niveau de restitution pour chaque immeuble et puis aussi quelles sont les numérotations de chaque immeuble, parce que ces numérotations sont intéressantes aussi pour d'autres choses, pour d'autres recherches, quand on fait des recherches en généalogie, en autre chose. Voilà. Donc voilà sur la méthodologie, qui a demandé quand même beaucoup de temps, puisque ça, finalement l'ensemble a pris 11 ans, mais qui a été assez vite rodé. Alors même si au départ, il y a plein de questions qui sont posées au départ, c'est-à-dire comment étaient organisées les fenêtres, les avancées de toiture, etc., les enseignes, mais voilà, donc ça exigeait un travail qui a été assez long, mais où finalement on a abouti à un résultat qui est relativement satisfaisant. Peut-être qu'on peut aussi parler de la documentation, puisque c'est un des éléments qui nous a motivés aussi depuis le début de documenter et de mettre à disposition depuis, corrige-moi si je me trompe, mais depuis presque le début du projet, enfin quand on est arrivé à une méthode applicable, on a mis en ligne des documents sur le blog donc Lyon en 1700 qui permettaient à tout le monde de voir quelle était la méthode utilisée, quelles étaient les sources principales, et donc déjà de se rendre compte, et c'est ce qu'on montrera tout à l'heure dans le site internet, c'est justement que tout ce qui est visible et sourcé d'une manière ou d'une autre est donc accessible aux internautes, et tu pourrais y revenir tout à l'heure sur l'amélioration de la maquette dans les années à venir. Effectivement, c'est quelque chose qui est possible, et d'ailleurs c'est quelque chose que tu as déjà fait au moment où tu faisais la maquette, entre le début de la modélisation et puis la fin, tu as plusieurs fois modifié certains éléments. Oui, ça c'est l'avantage d'une maquette numérique, c'est qu'elle est toujours perfectible et qu'elle doit toujours être perfectible. Parce que j'insiste depuis le départ là-dessus, c'est que c'est un brouillon finalement. Et ça restera malheureusement toujours un brouillon. Donc c'est pour ça aussi que ce qui va faire l'intérêt d'une restitution, c'est l'accès aux sources, comme le disait Damien, et le souci principal, dès le départ, a été de dire il faut être totalement transparent sur les sources qui sont utilisées, parce que c'est comme ça, c'est pas simplement la question de justifier la restitution, mais c'est comme ça qu'on peut apporter des modifications. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que tiens, il y a une source qui n'a pas été exploitée, qui va nous apporter d'autres informations et qui va nous permettre de modifier la maquette. Ça, grâce au blog donc, que j'ai créé quasiment au début, ça m'a permis de prendre contact avec beaucoup de professionnels qui m'ont apporté énormément d'informations. Donc que ce soit les archéologues avec qui j'ai pu travailler depuis, des historiens, alors de toutes sortes, et qui m'ont permis d'apporter énormément de corrections, et même des gens qui ne sont pas forcément historiens, mais qui vont faire des recherches particulières. Je pense par exemple à l'hôtel de la Monnaie de Lyon, donc qui était sur les quais de Saône,
cet hôtel de la Monnaie. Moi, j'avais très peu, finalement, on avait très peu d'éléments on avait un plan de cet hôtel de la Monnaie, mais grâce au blog, un chercheur c'est un travail sur les différents hôtels des Monnaies dans la France entière, a pu m'envoyer les plans en 1700 en plus, un plan 1700, des différents étages de l'hôtel de la Monnaie à Lyon, et c'est un plan qui est aux archives du ministère de l'économie. Donc c'est pas les archives que j'allais exploiter, auxquelles j'allais forcément penser à aller voir pour un hôtel de la Monnaie. Voilà, donc un exemple pour vous dire que l'idée que justement on puisse être totalement transparent, et j'ai envie de dire c'est un peu la base, c'est exactement quand on écrit un article scientifique, si on ne cite pas ses sources, ça n'a aucun intérêt. J'ai envie de dire, pour une maquette numérique, c'est pareil. C'est pas parce que c'est une maquette numérique que vous n'allez pas citer vos sources. Et malheureusement, trop souvent, je peux voir des maquettes numériques, il est impossible d'accéder aux sources. Voilà. Ça, c'était pas du tout l'idée dès le départ. C'était vraiment qu'on puisse accéder aux sources pour qu'on puisse apporter des corrections. Et cette maquette, elle sera en réalité jamais terminée. L'idée est de pouvoir toujours la faire évoluer. Peut-être qu'on peut parler aussi des sources, la diversité des sources. Je voulais parler de l'iconographie que je connais un peu mieux. C'est vrai qu'une des difficultés de cette date 1700, c'est qu'il y a très peu d'iconographie qui a été, en tout cas connue actuellement, qui a été produite à cette période-là. Pour Lyon, il y a un certain nombre d'images, donc que ce soit des dessins ou des estampes et quelques tableaux qui ont été réalisés au milieu du XVIIe siècle, donc vers les années 1640-1650. Il y a eu le passage de plusieurs artistes hollandais, flamands. Il y a eu le passage d'Israël Sylvestre, donc graveur lorrain, qui a réalisé des dizaines et des dizaines de vues de ville, et notamment une quarantaine pour Lyon, qui sont des sources à la fois très utiles, mais qu'il faut prendre avec recul parce qu'il jouait beaucoup avec les éléments architecturaux, topographiques, en ne représentant pas un mur pour mettre en valeur une église, etc. Donc ça, c'est aussi des choses que la maquette... C'est à la fois l'image comparée à d'autres sources a permis de construire la maquette, et la maquette permet d'interroger ces sources iconographiques ensuite, puisqu'on peut se replacer, alors pas pour toutes les images, mais pour certaines, au même point de vue, et voir qu'effectivement, en termes d'éléments visibles, c'est pas exactement la même chose, ou au contraire, c'est bien la même chose. Ça veut dire que la vue était fiable, et ça, c'est le fait de rassembler un maximum d'images et d'autres documents, que ce soit des plans, que ce soit des documents d'archives, qui permettent de qualifier la fiabilité d'une source, qu'elle soit iconographique ou autre d'ailleurs. Et on a aussi, simplement pour terminer sur les images, assez peu d'images au 18e. Donc on a la vue de cléric sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui est vraiment très intéressante. Mais on a ensuite, il faut attendre la fin du 18e et surtout le 19e siècle pour avoir des vues de la presqu'île, de certaines rues, et voire même le milieu du 19e et la photographie, pour avoir au moment où la presqu'île se transforme, pour avoir des vues de certaines rues. Avant, on n'en avait pas. Donc ça, c'est aussi un élément qui se retrouve dans d'autres villes, j'imagine, mais qui, dans le cas de Lyon, est assez particulier, puisque jusqu'à la fin du 18e, on représente surtout les quais. Donc pour la Saône, pour les quais de Saône, on a des images. Pour l'intérieur des rues de la presqu'île, on n'en a quasiment pas ou très peu. Donc peut-être que tu peux parler également des plans, de tout ce qui est cartographie, et je pensais aux sources qu'on est allé voir dans les archives, qui ne sont pas des sources iconographiques, mais qui sont des sources qui permettent d'apporter des informations sur les matériaux pour après aider à la restitution. Oui, je voulais juste rebondir sur Israël Sylvestre, parce que c'est assez intéressant. Par exemple, c'est vrai qu'il est très précis au niveau de ses dessins. Il était assez intéressant, par exemple, sur la porte fortifiée du pont du Rhône, de constater, en se replaçant justement dans le contexte de la maquette, de constater comment est-ce qu'il peut modifier les perspectives et élargir les perspectives. Là, son souci était manifestement que l'on puisse voir l'intégralité de la porte fortifiée de la rue de la Barre. Donc, à la fois la porte d'entrée avec ses deux tours, mais également les deux chapelles, enfin la chapelle Saint-Esprit, et puis c'était plus une chapelle à l'époque, la chapelle Saint-Nicolas qui est devenue un corps de garde. Et donc, il a élargi la rue et il a modifié la perspective pour qu'on puisse voir l'ensemble. Et là, c'est intéressant parce qu'à la fois, on a un dessin qui est très précis,
qui est très précis sur la chapelle du Saint-Esprit, qui est très précis sur l'ancienne chapelle Saint-Nicolas, et puis sur la porte fortifiée en elle-même, mais on a une modification de la perspective qu'on constate quand on se place dans la maquette. Voilà. Donc ça a été intéressant pour modéliser, en effet, comme l'expliquait Damien, parce que ça a permis, fait partie des éléments qui ont permis la modélisation, et c'est intéressant aussi pour voir quelle était la démarche du dessinateur, parce qu'on voit comment est-ce qu'il a pu quand même modifier les perspectives pour mettre en valeur ce qu'il voulait valoriser. Ça nous a permis aussi, pour cette même porte, il y a une gravure qui est aussi intéressante de cette porte fortifiée. Monsieur Souriac en avait parlé dans une de ses conférences. Et cette gravure, en réalité, qui était difficilement compréhensible, on a compris vraiment simplement elle était inversée, elle était en miroir. Alors sans doute du fait d'un problème d'impression, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que le texte est dans le bon sens, mais l'image est dans le mauvais sens. Quand on la replace dans le bon sens, on comprend le dessin. Et c'est la maquette qui nous a permis de comprendre qu'en fait, il fallait simplement l'inverser pour comprendre que les différents dessins qui ont été faits de ce secteur-là correspondent en effet à quelque chose de concret. Oui, les plans. Alors, et bien évidemment, une des bases, parce que j'en ai pas parlé dans le cadre de la modélisation, mais une des bases, c'était les plans. J'ai envie de dire, c'est la base. Voilà. Alors, les plans, il y en a beaucoup. Alors, il y a les plans qui ont été faits. Alors, je pense à Gauthier, qui a fait énormément de travail. Je pense à Cotin, qui également qui fait son plan très, très connu 1750. Alors évidemment avec ce que ça implique, puisque là c'est pas 1750, c'est 1700, mais j'ai envie de dire le parcellaire est assez connu. Et puis on a toutes les cartes terristes du 18e qui souvent sont magnifiques, qui ont pu être utilisées, qui nous donnent énormément d'informations, parce que même si elles ne sont pas de précision géométrale, elles sont très précises, parce que souvent elles donnent la largeur des façades par exemple. Elle va vous indiquer aussi l'emplacement de la porte d'entrée. Certaines cartes terristes, sur certaines cartes terristes sont même représentés les arcs de boutique, avec la forme des arcs de boutique, des éventuelles fenêtres de rez-de-chaussée, etc. Donc énormément d'informations avec ces plans. Et puis il y a toutes les sources qui ne sont pas iconographiques, en effet. Ça va être des descriptifs, ça va être des devis, ça va être la réglementation sur la hauteur, par exemple, des enseignes, sur la hauteur maximale ou minimale des auvents, etc. Donc tout ça, c'est des sources qui ne sont pas iconographiques, mais qui vont nous permettre... Alors c'est pareil sur la question des enduits. Damien disait tout à l'heure qu'en effet, j'ai déjà modifié la maquette depuis le début, puisqu'il y a toujours, je pense, mais peut-être un peu moins qu'il y a quelque temps, le débat sur la question de la couleur des enduits à Lyon, avec les deux écoles, ceux qui disaient que c'est plutôt comparable à Saint-Jean avec des enduits dans les rouges ou dans les roses, et puis d'autres qui disent non, les enduits étaient plutôt blancs. En fait, a priori, c'est plutôt, alors j'ai presque envie de dire c'est un peu entre les deux, parce que les enduits étaient plutôt blancs, en effet, ils apparaissent comme étant blancs, mais ceci étant, on se rend compte sur les peintures que blanc, oui, pas totalement blanc en fait, enfin blanc ocre, mais ocre très clair, pas du tout comme ce qu'on peut retrouver à Saint-Jean. Donc tout ça, c'est des débats d'historiens qui ont permis aussi de faire modifier la maquette. Au départ, moi j'avais des enduits qui étaient comparables à Saint-Jean et que j'ai modifié. Là encore, c'est un des avantages de la maquette numérique, c'est que vous pouvez très facilement modifier ce genre de choses. Les couleurs d'enduits, etc., en fonction des informations que vous avez, vous pouvez les modifier très facilement. On peut peut-être commencer à vous présenter, donc suite à ce travail, l'idée est donc de créer un site internet de visite virtuelle qui présente la maquette avec de l'iconographie, etc. Puisque l'idée est que la maquette ce soit un outil pour valoriser l'iconographie, la documentation, etc. Donc peut-être qu'on va pouvoir commencer à vous présenter la version bêta, j'ai envie de dire, du site qui devrait être mis en ligne en 2021, mais qui est encore pour l'instant en voie de développement. Donc le site. Alors, voilà la page principale, la page d'entrée du futur site internet. Donc sur le choix esthétique, on a pris un peu le même parti que le blog. Hein, donc c'est du gris, on a le plan de Sirocourt, le premier plan de Sirocourt au centre, dont je vais parler ensuite. Avec 3 points. La question à gauche, que vous trouvez à gauche, donc une restitution, la méthodologie et les sources. Donc, s'agissant de la restitution, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va avoir simplement une fiche expliquant ce qu'on entend par restitution. Ça paraissait important d'expliquer justement que ce n'est pas la réalité, qu'est-ce qu'on entend exactement par une restitution. Ensuite, vous avez la méthodologie.
là encore, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a procédé à la modélisation de la maquette, quelle méthodologie a été adoptée. Ensuite, vous avez les sources. Donc les sources qui, pour moi, est un peu le nerf de la guerre, hein. Ça vous amène à une nouvelle page avec la notice. Donc la notice, l'idée ici, c'est d'expliquer comment lire les fiches sources que vous verrez ensuite. Ces fiches qui permettent justement d'avoir accès aux sources et qui permettent également de connaître la qualité, j'ai envie de dire, la qualité de la restitution pour chaque immeuble. Donc vous avez sur ces sources les enseignes donc, qu'on a pu retrouver dans le fonds Pointet, donc qui sont mentionnées pour chaque immeuble, les enseignes en 1700. Vous avez ensuite la double numérotation de Pointet 1798, avec le lien qui est fait avec les cotes à la fois pour le fonds Pointet et les cotes pour le relevé des ouvertures. Cette numérotation elle est intéressante à plus d'un titre, j'insiste, parce que par exemple sur la numérotation du relevé des ouvertures, le relevé des ouvertures en lui-même n'est pas forcément tout à fait passionnant, mais cette numérotation elle est aussi adoptée pour d'autres fonds. Par exemple, vous avez pour chaque immeuble le nombre, vous avez des fonds qui vous permettent d'avoir, donc qui étaient dressés à la Révolution. Pour chaque immeuble, vous avez les noms, l'identité des personnes qui habitaient dans tel et tel immeuble, leur âge, leur profession. Donc quand on fait des recherches historiques, d'avoir ce type de numérotation, c'est intéressant parce que vous pouvez resituer précisément ce dont on parle et où se situaient les personnes dans le fonds que vous exploitez. Vous avez donc des couleurs différentes pour le niveau de restitution, donc selon si la façade est totalement inconnue, si elle est probable ou plus probable, et quels sont les critères qui sont adoptés. Ensuite, vous aurez les sources générales. Donc là, c'est encore à travailler, hein, les sources générales. Bon, comme son nom l'indique, c'est une liste des sources qui ont pu être utilisées, qui ne concernent pas un bâtiment particulier ou un couvent particulier, mais qui ont été utilisées pour l'ensemble de la modélisation. Les articles en ligne. Les articles en ligne, pour l'instant, c'est pas encore mis en place, mais ce sera l'accès à des conférences, éventuellement des émissions de radio, et puis tous les articles qu'on peut trouver en ligne et qui peuvent être intéressants et qui concernent la ville de Lyon et son histoire. Et ensuite, on arrive au plan central avec l'ensemble des îlots qui sont cliquables. Avec la mention des feuilles, ce qu'on entend par feuilles, c'est le fonds Pointet. On peut récupérer des feuilles, donc c'est en réalité des plans qui sont accessibles au musée Gadagne en original et aux archives municipales en copie. Et sur ces plans, vous avez représenté, alors pas du tout de manière géométrale, hein, mais vous avez représenté l'ensemble des parcelles avec l'ensemble des propriétaires pour chaque parcelle. Vous pouvez cliquer sur un des îlots. Quand vous cliquez, vous avez à ce moment-là accès donc aux fiches sources de cet îlot. Donc là, par exemple, on est sur l'îlot qui concerne la rue Mercial, qui est Saint-Antoine. Bon, là, c'est un îlot qui est tout en longueur, donc il n'y a que deux fiches sources. Donc on retrouve l'ensemble des informations qui ont été utilisées pour ce secteur-là. Voilà. Donc là, on ferme, on peut revenir à un autre îlot, n'importe quel îlot, et comme ça, vous avez de manière très, très simple accès à l'intégralité. Donc ici, vous avez 4 fiches sources, voilà, avec la rue Mulet. Donc pareil, toujours le même principe, l'intégralité des informations, la double numérotation, et l'ensemble des cotes. Donc l'idée étant justement de permettre cet accès simple aux sources. On verra tout à l'heure qu'il y a un autre moyen pour accéder aux fiches sources quand on est dans la maquette. Alors ensuite, on peut revenir par le bouton retour à la page principale pour s'attacher maintenant à la visite virtuelle. Donc 4 secteurs qui sont totalement arbitraires, j'ai envie de dire. J'étais obligé de diviser en 4 secteurs vu le nombre de panoramiques. Il y a 100 panoramiques en tout. Donc secteur Hôtel-Dieu Groslay. Donc quand vous cliquez sur un secteur, vous avez un petit descriptif de ce secteur, une petite illustration à droite. Et vous avez tous ces points qui sont les points d'entrée dans la maquette. Avec des points rouges qui sont les points, ce que j'appelle les spots majeurs, les points d'entrée principaux.
et puis des spots gris pour des points secondaires. Mais enfin, vous pouvez rentrer par n'importe quel point. Là, on revient en arrière. On vient sur un autre secteur, par exemple, le secteur des Jacobins, Célestin-Antonin. Là, on a beaucoup moins de points. Ça dépend des secteurs, hein. Mais des points intéressants, puisqu'on a les quais de Saône et puis la place Jacobin. Donc, toujours avec le même principe, un petit descriptif, une illustration, etc. Le troisième secteur, Saint-Nizier, Platière, Saint-Pierre. Toujours pareil, même principe, avec les différents points d'entrée. Alors vous voyez sur ce plan, sur les plans qui a été fait, on a indiqué le nom des rues actuelles, sur les rues principales. Parce que les gens étaient totalement perdus. On a fait des essais avec des personnes tests, et les gens étaient très très facilement perdus. Compte tenu des modifications du tissu urbain, ils ne savaient absolument pas où ils étaient. Donc l'idée a été sur ces plans d'essayer quand même d'indiquer par exemple la rue de la République, pour que les gens puissent un peu plus se situer. Avec ce code couleur, donc ce que vous voyez en grisé, c'est les zones qui aujourd'hui sont libres de tout immeuble, hein. Vous avez en jaune les immeubles dont les façades, et j'insiste, c'est simplement les façades, dont les façades sont au moins partiellement encore aujourd'hui existantes. Les façades existantes en 1700 sont au moins partiellement encore aujourd'hui existantes. Et puis vous avez en neutre, j'ai envie de dire, enfin en ocre, plus clair, tous les bâtiments qui ont été détruits. Voilà, on se rend compte qu'il reste quand même pas grand-chose de ce qu'il pouvait y avoir en 1700. Alors secteur Cordelier, Trinité, Hôtel de Ville. On va rentrer cette fois-ci dans la visite virtuelle. On choisit un point, voilà. Donc là, on va Place des Cordeliers, par exemple. Et là, on rentre dans la visite. Alors, dans la visite, c'est comme dans Google Street. C'est-à-dire que vous pouvez facilement faire tourner le panoramique de trois manières différentes. Soit avec la souris, tout simplement, en accrochant l'image et puis en la tirant. Vous pouvez aussi, sur la barre outils, vous avez différentes flèches. Voilà, vous pouvez utiliser ces flèches-là pour regarder en haut, en bas, où vous tournez. Et puis vous pouvez aussi tout simplement utiliser les flèches de votre clavier pour tourner sur le panoramique. Voilà, donc là, rien de bien... Quand on passe la souris, on a des noms qui apparaissent. Alors sur les rues, les places, on va avoir le nom de l'époque et puis le nom actuel quand il est différent. Sur certains secteurs, par exemple la porte des Cordeliers ici, quand on passe sur certains secteurs de la visite, on va avoir des informations qui vont apparaître. Et puis toutes les enseignes, quand vous passez sur les enseignes, chaque enseigne correspond à une enseigne réelle. Bon, là par exemple la Gerbe d'Or qui a donné son nom à la rue. Et donc là encore, vous savez, vous avez accès aux enseignes par les fiches sources, mais vous pouvez aussi lire toutes les enseignes simplement en passant la souris dessus. Vous avez aussi dans la barre outils le son. Alors, vous pouvez couper le son ou mettre le son, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de la maquette, il y a énormément de sons. Je vous en ferai écouter un tout à l'heure pour titre d'exemple. C'est Catherine Imhoff, une membre de l'association, qui travaille aussi à une radio et qui a fait tous les enregistrements. On en est à plus d'1h30 d'enregistrement au total. Donc, quand vous allez par exemple sur une fiche, on en verra tout à l'heure, une fiche d'information sur un bâtiment particulier, vous allez aussi avoir un audio, c'est-à-dire que les gens vont pas forcément lire tout le texte. Il y a des gens qui seront pas forcément dans la lecture, mais il y aura cet audio expliquant ce qu'il en est, une sorte de résumé. Quand vous allez passer aussi dans certaines rues, les rues qui ont conservé encore aujourd'hui leur nom qu'elles pouvaient avoir en 1700, pour certaines rues intéressantes, vous aurez également un audio qui va démarrer. Alors là, vous n'aurez même pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça va démarrer tout seul. Quand vous arrivez sur ce panoramique-là, vous aurez des informations. Donc beaucoup d'audio, avec la possibilité de couper l'audio si vous le désirez, dans le cadre de la visite, en utilisant le bouton sur la barre outils. Vous avez également ce point d'interrogation qui en fait permet d'accéder à une petite vidéo LED. C'est une aide, une petite vidéo expliquant comment le site peut être utilisé. Alors c'est un petit peu ce que je vous explique là actuellement. Mais pour les gens qui seraient un peu perdus, il suffit de cliquer sur ce bouton et ils ont une vidéo explicative. Il suffit de recliquer sur cette vidéo pour qu'elle disparaisse.
La possibilité de partager la visite sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, Instagram, etc., par mail. Et la possibilité de mettre en plein écran, ou de mettre en plein écran. Moi, je trouve que moi, là, par exemple, on est sorti du plein écran, je le remets. C'est plus intéressant en plein écran. Voilà. Alors, sinon, vous avez ces différents points. Là, point d'information, avec un i, et là, c'est des illustrations. C'est ce qui va vous permettre d'accéder aux fiches informatives et à l'iconographie. Donc là, par exemple, couvent des Cordeliers, avec un texte explicatif, un son que vous n'entendez pas, là, que j'ai coupé, et puis de l'iconographie, des sources et liens externes, les lieux aujourd'hui avec les lieux dans Google Street, etc. Là, par exemple, on peut cliquer sur le site de la BNF et ça nous amène dans un nouvel onglet immédiatement sur l'article concernant le couvent des Cordeliers dans les anciens couvents de Lyon, là, de l'abbé Vachet, donc sur le site de la BNF. Donc là, voilà, donc ça permet d'avoir accès à de la documentation qui est accessible en dehors du site. Iconographie. Donc là, on voit quelques... Alors, s'agissant d'iconographie, ça ne va pas nécessairement être de l'iconographie qui concerne, enfin même la plupart du temps, j'ai envie de dire, même quasiment tout le temps, c'est pas de l'iconographie qui concerne 1700. On va être beaucoup plus large. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est des illustrations qui, finalement, nous... suivant le même point de vue, à peu près le même point de vue que le point de vue qu'on a dans le cadre de la maquette virtuelle, mais qui nous permet de voir l'évolution du secteur et qui nous permet de retrouver ou de comprendre les dessins qui ont pu être faits ou les photographies qui ont pu être faites de ce secteur à différentes périodes. Alors évidemment, elles sont toutes cotées et datées, donc on s'y retrouve, mais on voit également l'évolution du quartier, l'évolution du secteur avec cette iconographie. Et l'objectif, justement, c'est de valoriser cette iconographie, sans être pour autant exhaustif, mais de valoriser ce secteur. Vous avez le plan en haut à gauche. Ce plan, il va d'abord vous montrer où vous vous trouvez. Donc vous voyez, il y a ce cône, on voit dans quelle direction on regarde, où on est, dans quelle direction on regarde. Donc si on bouge sur le plan en haut à gauche, on voit le cône qui se déplace en fonction de là, dans quelle direction on regarde. Accès aux fiches sources, là encore, c'est un autre moyen d'accéder aux fiches sources. Tous les pâtés de maison qui sont dans le secteur, vous avez directement accès aux fiches sources. Donc vous êtes sur ce secteur-là, vous voulez avoir des informations précises sur tel ou tel immeuble, vous avez directement accès à la fiche source en cliquant sur le pâté de maison qui correspond dans le plan en haut à gauche. Donc là encore, un moyen d'accéder immédiatement aux sources. Enfin, à la nature des sources, les cotes. Des moyens de se déplacer. Donc là, vous pouvez cliquer sur ces boutons-là pour aller, par exemple là, si je clique là, je me retrouve rue Grenette. Donc c'est un moyen pour se déplacer dans la maquette. Vous allez voir qu'il y en a un autre, puisqu'il y a des flèches qui sont au sol, et ces flèches au sol nous permettent également de nous déplacer. Donc soit déplacement par les points qui sont sur le plan à gauche, soit déplacement avec les fenêtres qui sont au sol. Peut-être qu'on peut préciser, comme on ne l'a pas dit tout à l'heure, que la maquette, évidemment, c'est ce qu'on voit depuis la rue. Et il n'y a pas de modélisation, on ne peut pas accéder aux espaces intérieurs, aux cours intérieurs, etc. Oui, c'est un décor. C'est un décor, donc en effet, c'est pour un piéton. On ne peut pas regarder ça d'en haut, c'est pas de vision par hélicoptère. C'est pour un piéton et c'est dans la rue. Voilà. Ça a déjà demandé un travail très important pour ça. S'il fallait qu'on restitue les cours, par exemple, là on était encore sur autre chose, sur d'autres dimensions et sur un travail qui durera encore quelques décennies. Mais c'est important de le préciser. Ouais. Alors on va peut-être revenir avec le plan en bas à gauche, on peut revenir en arrière. On revient à la page d'entrée. On va choisir un autre point d'entrée. Voilà. L'objectif, c'est pas de vous faire visiter l'intégralité, c'est juste de vous montrer un petit peu, mais vous pourrez faire la visite ensuite. Là, on est dans le secteur, quand le site sera en ligne, on est dans le secteur du lycée Ampère. Donc là encore, on retrouve les deux boutons, information et illustration. Donc là, le collège de la Trinité, avec là encore un petit peu d'iconographie, les liens externes, etc., les lieux aujourd'hui. De l'audio que vous n'entendez pas ici, mais
Et puis l'iconographie. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas. Là, c'est des images de la maquette que j'ai réalisée pour un ouvrage sur lycée Ampère qui montre la chapelle, mais avec l'observatoire. Donc c'est après 1700. Là, tel qu'on le voit dans la maquette, c'est sans l'observatoire. Et on va, par exemple, emprunter une rue, la rue Mulet, pour voir un peu. Donc vous voyez, là j'ai utilisé la flèche qui est au sol. Alors dans toutes ces rues, comme les gens étaient... quand on a fait des tests avec les personnes, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les gens étaient très vite perdus, ce qui est logique, parce que le tissu urbain n'a plus grand-chose à voir quand même aujourd'hui que le tissu urbain de l'époque. Donc on a installé de manière très régulière des points qu'on appelle 2021 qui permettent de voir l'état actuel. Alors ça permet d'abord de voir les modifications, mais aussi de s'y retrouver. Parce que même, bon, quand on regarde le plan en haut à gauche, on voit qu'on est rue de la République. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous regardez le plan en haut à gauche, vous voyez ces parties grisées avec marqué rue de la République. Donc on est au plein milieu de la rue de la République. Bon là, évidemment, quand on regarde la maquette, on a du mal à s'imaginer qu'on est en plein milieu de la rue de la République. Donc avec ces points-là, ça nous permet tout de suite, dans un nouvel onglet, d'ouvrir Google Street et donc de voir l'endroit sur lequel on se trouve. Donc là, par exemple, on va ouvrir Google Street. Voilà, donc là, on se rend compte qu'on est rue de la République. Voilà. On regarde dans la même direction. Le seul point de repère, finalement, c'est le seul bâtiment existant encore, c'est les bâtiments qui sont au fond, là, vous voyez, avec la petite tour d'escalier, là, que vous repérez au-dessus, qui dépasse. Alors, ces immeubles-là, on les retrouve, je me remets en plein écran. Voilà, là, on les retrouve. Voilà, c'est le seul point de repère. Mais bon, ça permet quand même de se repérer, donc c'est quand même pas anodin. On va continuer à se déplacer et avancer dans la rue Mulet. Et alors là, on se retrouve face à un mur, parce qu'on n'a pas changé de direction et qu'on est dans un cul-de-sac, j'ai envie de dire. Voilà, et là, en tournant, donc on est aujourd'hui rue du Président Arario, à l'époque rue Sirène, avec les bâtiments à gauche qui existent encore. On voit quand on regarde sur le plan en haut à gauche qu'ils sont jaunes, il y en a une bonne partie qui est encore existante. Mais bon, la rue, évidemment, elle n'a plus grand chose à voir, puisque maintenant c'est la rue Président Arario, elle a été élargie. On arrive ici, donc on continue à se déplacer, et on va remonter. Alors là-bas c'est Saint-Pierre, vous voyez, si on continue tout droit, là on a le bout tiré place des terreaux. Mais on ne va pas aller place des terreaux, on va aller du côté de la chapelle Saint-Pierre. Donc place du Plâtre. Et maintenant, place Saint-Pierre. Avec le bâtiment dont a pu parler dans la dernière conférence, M. Gauthier, bâtiment énigmatique. Et voilà. Alors, là encore, un point intéressant avec le clocher-porche de Saint-Pierre. On peut voir donc là encore accès à une illustration qui est intéressante. Et c'est cette illustration qui nous a permis de restituer le clocher Saint-Pierre. Donc une illustration qui est postérieure à 1700, hein, puisqu'on est autour de 1775, chose comme ça. Donc on voit à droite déjà le clocher 18e qui a déjà été construit. On a le nouveau clocher et on a l'ancien clocher qui n'a pas encore été détruit. Voilà. Mais ce dessin est extrêmement intéressant puisqu'il nous a apporté beaucoup d'informations pour la restitution de ce secteur. Et là encore, c'est intéressant de voir l'état actuel, parce que, bon, alors bien évidemment, on retrouve le clocher-porche qui a été arasé, hein, donc il n'y a plus la partie supérieure. On voit les deux immeubles à droite et à gauche qui, bien évidemment, sont postérieurs, puisque l'église paroissiale est disparue. Puis là, vous voyez, par exemple, Saint-Pierre qui est visible, de ce point de vue-là, parce que cet immeuble-là, alors je ne sais plus, c'est 2 ou 3 travées qui ont été supprimées quand la rue a été élargie. Donc c'est assez intéressant de voir que là, on peut voir Saint-Pierre, alors que ici, non. On le comprend bien, je me remets en plein écran, on le comprend bien quand on regarde le plan en haut à gauche, parce que toute cette partie-là a été détruite de l'immeuble. Ces travées ont été supprimées. Ce qui explique qu'on ne voit pas la façade de Saint-Pierre dans la maquette, alors qu'on la voit aujourd'hui. On voit bien sur le plan à gauche, c'est grisé, c'est tout ce qui a été supprimé. Voilà. Alors on revient à la page principale, et je voulais vous montrer aussi une image des quais de Saône. Alors, je ne sais pas si tu as des réflexions avant ou si tu pensais à d'autres choses avant.
Non, je pense qu'on peut, Ouais. on peut parler des quais de Saône justement parce qu'il y a des choses intéressantes à dire à la fois sur les sources, sur justement ce qu'on voit, et puis quelques éléments sur la maquette. Donc sur les quais de Saône. Donc là, c'est un peu particulier parce que les quais de Saône, il y avait tellement de bâtiments intéressants que j'ai pas mis de points d'information, etc. C'est quand on passe la souris, voilà, qu'on se rend compte que la cour des Célestins, l'église Saint-Just, etc. On peut cliquer sur tout ça, ça nous donne les informations, tout est cliquable. Et voilà, par exemple, la cathédrale Saint-Jean. Mais compte tenu de la multiplicité des bâtiments importants, c'était pas possible de mettre des points d'information dans tous les sens. Voilà, donc c'est un moyen simple qui permet d'abord de savoir de quoi on parle, hein, le palais de Roanne, etc. Et puis aussi d'accéder aux fiches. Et qui permet aussi quand même de préserver la vision sur les quais, qu'elle ne soit pas trop polluée par... Et il y avait aussi l'idée donc cette partie-là, on ne peut pas y aller bien sûr, hein, de l'autre côté de la Saône, dans la maquette, mais l'idée c'était qu'on ait une continuité urbaine et qu'il n'y ait pas la maquette s'arrête pas de manière brute comme ça face à un mur. Voilà. Donc là, je pense que tu vas peut-être en reparler juste après, mais ça a été modélisé. Enfin, tu l'as modélisé à partir notamment de la vue de Cléric, qui est donc une grande vue de la Saône, grande vue panoramique vers 1719-1720, et qui permet d'avoir une vision des quais et de la colline de Fourvière avec énormément de détails architecturaux. Oui, la vue de Cléric, ça a été une des sources principales, en effet, voire la source principale. Mais bon, il y en a quand même beaucoup d'autres pour la colline des Fourvières. Mais la vue de Cléric est extrêmement intéressante parce qu'elle est d'une précision redoutable. Quand on a travaillé immeuble par immeuble sur la vue de Cléric, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était précise à la fenêtre. Donc très très grande précision de cette gravure qui a permis une restitution assez simple. Là, il y a d'autres sources, mais c'est vrai que la vue de Cléric... Et puis les personnages qu'on trouve dans la vue de Cléric aussi ont été utilisés pour la maquette. On en parlera peut-être tout à l'heure avec les projets, mais ont été photographiés et utilisés pour être installés dans la maquette. Alors là, je vais vous montrer un exemple, par exemple, d'un commentaire audio. Donc sur l'Anticaille, donc le couvent de la Visitation à l'époque. Et vous verrez, donc là le son n'est pas coupé, vous pourrez entendre ce que ça donne, les différents commentaires, enfin vous faire une idée des commentaires audio qu'on pourra trouver dans la visite, soit quand on passe dans certaines rues, soit quand on clique sur les bâtiments pour accéder aux fiches d'information. Donc je vous laisse écouter. Le couvent de la Visitation. Au début du XVIe siècle, Pierre Salat acquiert des vignes sur la colline de Fourvière et il fait édifier une somptueuse maison qu'il nomme l'Anticaille, car elle est bâtie sur un important soubassement antique et en raison de nombreux vestiges gallo-romains découverts lors de la construction. En 1522, il reçoit dans cette demeure François Ier. Après sa mort, le domaine passe à une autre famille qui édifie en 1540 un portail monumental toujours en place, au 47 de la montée Saint-Barthélemy. Le domaine viticole et l'ensemble des bâtiments sont achetés en 1629 par Mathieu de Sèvres, prévôt des marchands de Lyon, qui en fait don, l'année suivante, aux religieuses de la Visitation. Peu à peu, se forge la tradition que Pothin et les 47 premiers martyrs lyonnais auraient été emprisonnés dans une grotte située sous le cloître. Puis, en 1689, dans un rêve, la supérieure voit saint Pothin s'adresser à elle dans ce lieu, qui devient peu à peu un lieu saint, puis une chapelle au XIXe siècle. Malgré les critiques vigoureuses des historiens lyonnais, le lieu est présenté par les autorités ecclésiastiques comme le cachot de Saint-Pothin. En 1792, les congrégations sont supprimées, le couvent des Visitandines est classé bien national, affecté au service public et reconverti en hôpital au début du XIXe siècle, jusqu'en 2003. Voilà, donc pour exemple d'un commentaire sur une fiche d'information. Et là encore, donc quand même un point d'illustration, avec deux dessins que je trouve très intéressants. Donc d'abord cette vue sur Fourvière, dont malheureusement je n'ai pas les cotes. Il semblerait qu'elle soit à la BNF. Je l'ai trouvée dans
vieil ouvrage qui date des années 50, mais malheureusement, il n'était pas coté. C'est un dessin qui est extrêmement intéressant parce qu'a priori, c'est une vue, alors le dessin n'est pas totalement terminé, mais c'est une vue autour de 1700, quand on étudie les différents bâtiments, que je trouve particulièrement oui, ce qui est rare, parce que comme on disait tout à l'heure, on a très peu d'images autour de 1700, et alors que c'est un point de vue qui a vers 1650 été utilisé par Israël Sylvestre, et qui après est repris pour la vue de Cléric, donc c'est assez intéressant parce que la comparaison des images aussi permet de voir les similitudes et les différences, et on voit ici que c'est une vue qui permet d'englober toute la colline de Fourvière. On a les deux ponts, le pont du Change et le pont de l'Archevêché, et on voit une partie du défilé de Saône un petit peu aussi. Donc effectivement, une image sur laquelle on a très peu d'informations et même pas la cote justement. Ce serait très intéressant d'en apprendre davantage. Ouais. Et puis, bien évidemment, la vue de Cléric dont parlait Damien tout à l'heure, qui reste quand même une image tout à fait intéressante et fondamentale pour ce secteur. Et la vue de Cléric qui est donc très précise sur l'architecture, mais qui est composée de plusieurs points de vue différents, puisque pour avoir cette vision panoramique depuis un seul point de vue, on ne peut pas représenter, voir tous les éléments, et donc ça c'est aussi des choses qui ont pu donner lieu à quelques recherches, et que la maquette va permettre aussi de réinterroger, parce que tout l'intérêt pour l'étude de l'iconographie de cette maquette, c'est de pouvoir se placer à un endroit et de voir effectivement si le dessin ou la gravure qu'on a sous les yeux correspond à la maquette, ou qu'il y a des éléments divergents, et dans ce cas-là c'est intéressant de creuser et de voir peut-être que c'est la maquette sur certains aspects qui peut manquer d'informations, ou peut-être, et c'est souvent même plutôt le cas, que certains artistes ont tendance à jouer un peu avec la réalité. Moi ça me fait penser à une phrase d'André Corboz qui montrait pour les vues vénitiennes que ça peut être à la fois une grande précision de représentation architecturale, mais l'urbanisme de la vue est recomposé, et donc on rapproche des éléments des uns des autres, on en cache certains, on supprime un bâtiment ou un élément parce qu'il gêne la vision d'un autre, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, la maquette a un grand intérêt aussi pour réinterroger ces images. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un des intérêts principaux de ce type de maquette, c'est que on spatialise l'iconographie. Donc d'abord on la spatialise, ça permet de la remettre dans son contexte, mais aussi on interroge l'iconographie et voir quel a été le point de vue du dessinateur et quel a été ses choix. Et en effet, parfois il y a des choix qui ne correspondent pas à la réalité, avec justement pas un seul point de vue, mais plusieurs points de vue qui sont ensuite fusionnés, comme dans la vue de Cléric. Et la maquette, dans la mesure où elle est en 3 dimensions et on peut se placer à n'importe quel endroit, elle permet ce travail de recherche, c'est-à-dire de comprendre quels sont les différents points de vue et comment est-ce que le dessinateur a travaillé, ou comment est-ce qu'il a modifié les perspectives. Donc ça fait partie des points extrêmement intéressants, outre le fait que, comme on est sur un secteur qui est relativement large, toute cette iconographie peut être, comme je le disais tout à l'heure, spécialisée, c'est-à-dire resituée réellement dans son contexte et comprendre où se trouvait le dessinateur et comment est-ce qu'il a travaillé. On peut aussi parler ici du choix qui a été fait donc, comme tu disais tout à l'heure, de photographier la vue de Cléric et de détourer les personnages pour les placer dans la maquette à différents endroits. Donc tu peux nous expliquer pourquoi ce choix? Alors assez vite, ça c'est un des points qui à mon avis méritera un travail de fond. Comme j'ai pu le dire au départ, malheureusement on ne retrouve pas l'atmosphère qu'il pouvait y avoir très certainement dans la ville à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on sait par les sources que les rues étaient très animées, qu'il y avait énormément de monde dans les rues. Donc ça c'était le premier point. Donc l'idée était de dire il faut que les rues ne soient pas totalement vides quand même, mais qu'on ajoute des personnages de la bonne période, donc autour de 1700. Le second point, c'était aussi de dire on est sur des images qui sont photoréalistes. Or, comme je l'ai expliqué au départ, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas une réalité passée, c'est une représentation, et donc il faut casser ce photoréalisme. Et donc l'idée était aussi de se dire, voilà, on va installer des personnages dessinés pour casser
justement ce photoréalisme et bien montrer qu'on est face, bien évidemment pas à une photographie, mais à une représentation, avec toute la subjectivité que ça implique. On est face à une simple représentation. Donc ces personnages, ils ont été ajoutés, mais ça reste, à mon sens, peu satisfaisant. Je pense qu'il y aura un travail à faire qui pourrait être intéressant, peut-être avec une école de dessin ou des dessinateurs qui seraient intéressés, pour essayer de retrouver justement la population qu'il pouvait y avoir à l'époque dans les rues et l'atmosphère qu'il pouvait y avoir dans les rues à cette époque-là. Peut-être ajouter des personnages dessinés, enfin je sais pas, il y a quelque chose à penser, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors ça implique un travail important, mais qui pourrait, à mon sens, être intéressant. Ça fait partie des points pour l'avenir, j'ai envie de dire, des points qui méritent réflexion et qui méritent, à mon avis, un travail. Même si aujourd'hui c'est intéressant d'avoir pu positionner tous ces personnages de la vie de cléric, j'ai envie de dire, on peut aussi peut-être faire des progrès là-dessus et puis essayer de travailler sur la population et sur qu'est-ce qu'il y avait comme type de population en fonction des quartiers, etc. Parce qu'on retrouve bien dans l'organisation de la ville, les différents quartiers, les différents secteurs. Il y aura un travail à faire qui sera, à mon avis, assez intéressant là-dessus. Ça fait partie des points. Peut-être qu'on peut dire que ça, c'est un écueil que rencontrent tous les projets de maquettes virtuelles, de représenter des personnages, parce que déjà, ça demande beaucoup plus de temps, ou alors on tombe sur des modèles un peu de type jeu vidéo avec des personnages stéréotypés qui n'apportent finalement pas grand-chose et qui cassent aussi l'ambiance de la maquette. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas trouvé de solution parfaite, mais c'est intéressant d'y réfléchir et voilà, c'est une piste pour la suite, comme tu disais. Ouais. Il y aura aussi peut-être d'autres travail à faire, parce que j'insiste sur le fait que l'idée, c'est que cette maquette, elle doit servir pour valoriser le patrimoine. Alors ça peut être le patrimoine documentaire, ça peut être le patrimoine l'iconographie, etc. Mais ça peut être d'autres choses. Par exemple, il y a un ouvrage que j'aimerais bien valoriser, qui est le Lyon en vers burlesque. Donc il y a un ouvrage qui date de la fin du XVIIe siècle, autour de 1680-1685, je crois, la première édition, qui est extrêmement intéressant parce que c'est une visite, quelqu'un qui fait visiter Lyon, donc à la fin du XVIIe, à 2 ou 3 autres personnes. Donc il va se balader dans la ville. Alors il fait aussi secteur Saint-Georges, Saint-Jean, etc. Mais il fait toute la presqu'île. Et on peut vraiment le suivre, parce que souvent il fait référence à des enseignes, il va dans certaines auberges, etc. Comme on a les enseignes, on sait exactement où il se trouve, on peut le suivre à l'immeuble près. On peut suivre tout son parcours et il donne la parole aux gens qui travaillent à l'eau poisson, par exemple, ou à la Grenette. Enfin, on va avoir des dialogues. Et là, ce sera intéressant de faire peut-être un travail avec des gens qui travaillent donc c'est tout en français de l'époque, en vieux lyonnais. Et ce serait peut-être intéressant de faire un travail avec des gens qui travaillent sur les accents ou sur le vieux lyonnais. Enfin, il y a des choses à faire et qui seraient très facilement installable dans la maquette. Vous pourriez, en fonction du lieu où vous vous trouvez, cliquer sur un icône qui vous donne accès justement à du sonore et peut-être à des extraits de cet ouvrage et qui vous donne un petit peu la langue de l'époque. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Il y a aussi un autre point que je voudrais développer, c'est créer des vidéos qui durent 1 ou 2 minutes, très simples, mais prises sur place, de points intéressants. Donc par exemple, si vous êtes à côté de Saint-Nizier, vous pouvez cliquer sur cette icône vidéo et il va vous donner par exemple les traces qu'on a sur les murs de Saint-Nizier, des anciennes boutiques, vous expliquer des points qui sont encore visibles aujourd'hui dans la ville, mais qu'on ne va pas forcément repérer si on ne sait pas. Mais voilà, des petites vidéos très simples qui vous permettent de comprendre, ou alors de comprendre des rues un peu étranges, parce qu'il y a eu une destruction, mais toutes les traces qui sont encore visibles dans la rue, elles peuvent être exploitées et comprises aussi avec la maquette. C'est aussi l'idée, après le site, de l'application, ou développer une application pour qu'on puisse voir les panoramiques sur place. Et donc pour pouvoir comparer immédiatement l'existant avec la ville telle qu'elle pouvait être en 1700. Et là, cette comparaison immédiate, elle permet de comprendre l'évolution de la cité, de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, de toute l'évolution de l'urbanisme, et puis elle permet de comprendre aussi, de resituer les anciennes rues, des places qui paraissent étranges, mais parce qu'en fait au départ c'était une rue qui est devenue une place parce qu'une autre rue est passée dessus quand elle a été élargie, etc. Enfin, qui permettent de comprendre la ville et qui permettent de comprendre l'évolution de la ville. Donc ça, je trouve que ce serait intéressant de proposer ça
pour une utilisation sur place, là plus pour la valorisation du patrimoine existant, enfin du patrimoine bâti. Peut-être qu'on peut aussi indiquer, donc on l'a expliqué, le site se veut une valorisation de documentaire à travers la maquette, avec les différents liens vers donc Gallica de la BNF, vers Google Books pour certaines sources, vers des institutions patrimoniales lyonnaises. Et ça aussi, ça peut être amené à évoluer en fonction des nouvelles numérisations mises en ligne des institutions. Et également, il y a l'idée qu'on puisse pointer depuis un autre site vers la maquette, une partie de la maquette, une panoramique. Et donc ça, ce sera aussi parmi les prochaines étapes un élément à mettre en place. Et là, actuellement, il y a un projet qui se fait actuellement avec les archives départementales pour valoriser des cartes terristes du 18e qui sont très belles. Donc l'idée, là, actuellement, les archives départementales sont en train de procéder à des numérisations pour qu'on puisse justement à partir du site et à partir d'un plan, donc qui sera sur une page particulière du site, accéder à un certain nombre de cartes terristes justement pour les valoriser, parce qu'elles sont particulièrement remarquables et on les voit trop peu à mon sens. Et puis également un travail qui est fait avec les archives municipales là, et éventuellement le musée Gadanne, puisque c'est le musée Gadanne qui est les originaux, mais les archives municipales souhaitent numériser le fonds Pointet, donc pas simplement les plans, mais l'ensemble des volumes. Donc là on est sur beaucoup de volumes, mais ce sera extrêmement intéressant puisque l'idée serait à terme de proposer un lien direct, c'est-à-dire que pas simplement avoir accès à la fiche source, mais avoir la possibilité d'accéder directement au volume qui concerne cet îlot, qui concerne cet immeuble, avec un lien qui serait fait sur le site des archives municipales ou du musée Gadanne et qui permettent d'accéder directement au fonds Pointet. Voilà, c'est des projets là encore qui sont intéressants et qui restent dans cette optique de valorisation du patrimoine documentaire. Voilà. Alors bon, c'est un peu particulier parce que normalement en fin de conférence on aime bien quand même pouvoir répondre aux questions. Là bien évidemment c'est pas possible directement, donc ce qu'on vous propose c'est, alors il faudra voir avec la Société historique ce qui est possible de faire, mais soit de poster les questions que vous pourriez avoir en commentaire de la vidéo YouTube, soit de nous envoyer un mail à l'adresse lyon1700@live.fr, live.fr, nous envoyer des questions et on verra avec la Cité historique si on ne peut pas éventuellement refaire une petite vidéo dans un mois ou un mois et demi ou 2 mois, je ne sais pas, pour répondre à vos questions. Voilà. Si on ne peut pas faire une nouvelle vidéo, on vous répondra au moins par écrit, mais on est ouvert à toutes les questions. Et on peut peut-être simplement terminer sur donc on a parlé des prochaines étapes, mais voilà, en termes de calendrier, nous de toute manière, depuis le début du projet, on ne s'est pas donné d'objectif, de date d'échéance parce que le projet il évolue suivant son rythme. Mais peut-être tu peux donner quelques indications sur les prochaines étapes. Ouais. L'idée c'est vraiment d'ouvrir une première version du site en 2021, donc cette année. Première version du site, alors bien évidemment le site sera amené à évoluer puisque la maquette elle sera toujours amenée à évoluer comme je l'ai expliqué, puisque l'idée c'est qu'elle reste toujours perfectible. Ensuite, une fois que le site sera ouvert, il y a plusieurs possibilités, différents projets qui peuvent se mettre en place, dans les projets dont je parlais tout à l'heure, la question d'une application pour justement peut-être des visites guidées ou ce genre de choses. Donc voilà, on est assez ouvert pour la suite, mais j'ai envie de dire le premier objectif c'est déjà de mettre en place ce site assez rapidement. En tout cas, la première version. Bon, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.